Mary Ellington n'était pas une dresseuse d'orques comme les autres. Sa passion pour la mer remontait à son enfance. Tandis que d'autres enfants construisaient des châteaux de sable, elle mémorisait les noms de toutes les espèces de baleines et de dauphins et imitait leurs sons avec une précision étonnante. À 16 ans, elle faisait du bénévolat à l'aquarium de sa ville natale, nettoyait les bassins, tenait un journal sur le comportement des animaux et posait des questions auxquelles peu de gens savaient répondre. Son chemin était tracé, une vie aux côtés des géants des mers. À 24 ans, elle avait obtenu son diplôme en biologie avec une spécialisation en comportement marin. Mais ce n'était pas uniquement son savoir académique qui distinguait Maris. Elle possédait un don exceptionnel, une forme de langage silencieux avec les animaux. Avec les orques en particulier, elle entretenait un lien que ses collègues qualifiaient de presque télépathique. Les cétacés réagissaient à elle avec confiance et sérénité, ce qui fit rapidement d'elle la dresseuse la plus recherchée du parc marin Ocean World. Ocean World était un complexe gigantesque, situé directement sur la côte, avec plusieurs théâtres, lagons et tribunes pour le public. L'attraction phare, le Orca Spectacular. Là, des orques de plusieurs tonnes sautaient dans les airs selon une chorégraphie parfaite, tournaient en synchronisation sur fond musical et éclaboussaient les premières rangées. Mais derrière ce spectacle impressionnant se cachait une autre réalité, une vie de captivité marquée par l'exiguïté, l'ennui et des tensions sociales. L'un de ces orques s'appelait Cairo, un mâle au gabarit et à la puissance impressionnant. Avec ses 5000 kilos et ses profondes cicatrices dues à d'anciens affrontements hiérarchiques, il imposait le respect. Capturé tout jeune au large de l'Islande, il vivait en captivité depuis 20 ans. Cairo était intelligent, mais aussi imprévisible et difficile à cerner. Des incidents survenaient régulièrement. Refus d'obéir aux ordres, signes d'agressivité. Certains de ces épisodes furent documentés, mais peu filtrèrent à l'extérieur. Il restait néanmoins la vedette du spectacle, surtout grâce à Maris. Le lien qu'ils partageaient était légendaire. Elle disait souvent « Nous ne travaillons pas pour eux, nous travaillons avec eux ». Pourtant, dans les semaines précédant ce jour fatidique, des changements dans le comportement de Cairo furent observés. Il semblait distrait, réagissait lentement aux signaux et montrait des signes classiques d'agitation intérieure. Claquement de mâchoires, nage en cercle, évitement occasionnel du regard des dresseurs. Marie le surveillait de près, mais restait convaincue que leur relation était assez forte pour surmonter cette phase. Le 17 février commença comme tous les autres jours. Les gradins se remplirent de familles enthousiastes, le soleil se reflétait dans l'eau du bassin, et en coulisses, Marie se préparait pour le spectacle. Elle vérifiait sa liste de contrôle, échangeait quelques mots avec ses collègues et observait Cairo, qui glissait lentement dans l'eau. À 11h46, elle monta sur la plateforme, ajusta son casque micro et entama la présentation du show. Cairo bondit hors de l'eau dans une arche majestueuse, retomba avec une gerbe d'eau gigantesque et le public éclata d'enthousiasme. Mais pour les dresseurs en bord de bassin, certaines nuances étaient imperceptibles. Cairo hésita à 2 reprises, frappa l'eau de sa queue avec plus de vigueur que prévu. Maris le remarqua, mais garda son calme. Son langage corporel restait ouvert, ses gestes maîtrisés. Elle tenta de le rassurer par sa présence, murmurant des ordres qu'il suivait d'ordinaire sans faute. Le moment décisif survint à 11h58. Marie se tenait sur une plateforme immergée, directement dans l'eau, face à face avec Cairo. C'était une scène familière du spectacle. Elle tendit la main, le signal pour un déplacement latéral. Mais Cairo plongea brusquement, réapparut à un autre endroit et attrapa Marie sans prévenir par le bras. Un souffle de stupeur parcourut le public. Ce que certains prirent pour un effet de mise en scène marqua en réalité le début d'un drame. Cairo l'entraîna sous l'eau avec une force inattendue. Des cris éclatèrent, des spectateurs se levèrent, stupéfaits. Sous la surface, une lutte désespérée s'engagea. Maris tenta de se libérer, mais l'orque ne lâcha pas prise. Les collègues déclenchèrent l'alerte, jetèrent des filets, activèrent les signaux sonores. Cairo, impassible, ignorait tout. Le spectacle, censé incarner l'harmonie entre l'homme et l'animal, vira au cauchemar, sous les yeux de centaines de spectateurs. Les minutes suivant l'attaque contre Mary Ellington furent chaotiques. Les dresseurs hurlaient,
Les visiteurs fuyaient l'amphithéâtre en panique. D'autres restaient figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Dans l'eau, Cairo, l'immense orque, s'agitait avec une violence qui n'avait plus rien à voir avec les mouvements élégants du spectacle. Maris était prisonnière de sa mâchoire. Il plongeait sans cesse avec elle, tournoyait, frappait violemment de sa nageoire caudale. L'eau était en ébullition, blanche d'écume, striée d'ombres sombres et de taches de sang. Le protocole d'urgence fut immédiatement activé. Les employés fermèrent les issues du bassin, jetèrent des barrières flottantes dans l'eau et tentèrent de diriger Cairo vers une zone isolée. Mais le cétacé ignorait tous les signaux, tous les appâts alimentaires, tous les stimuli sonores. Les haut-parleurs appelèrent le personnel médical. Une équipe de plongeurs se prépara, mais l'entrée dans le bassin leur était interdite, tant que Cairo manifestait un comportement agressif. À 12h03, l'équipe d'intervention était au complet. Les dresseurs continuaient à tenter d'apaiser l'animal en lui lançant des poissons de manière ciblée, mais en vain. Cairo restait sous l'eau, entraînant Maris avec lui. Chaque seconde paraissait une éternité. Les spectateurs encore présents étaient en état de choc. Des enfants pleuraient, des parents tentaient d'expliquer l'inexplicable. D'autres fixaient simplement le bassin, incapables d'en détourner le regard. À 12h08, après plus de 7 minutes, Cairo relâcha soudainement Maris. Son corps inerte remonta à la surface. 2 employés sautèrent immédiatement à l'eau, la ramenèrent au bord et commencèrent les manœuvres de réanimation. Le public fut lentement évacué de la zone. Des images filmées, diffusées plus tard dans les journaux télévisés, montraient un dresseur aux mains tremblantes pratiquant un massage cardiaque, pendant qu'un autre installait un dispositif de ventilation. À 12h23, Maris Ellington fut officiellement déclarée morte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Avant même la fin de la journée, des vidéos et des témoignages envahissaient les réseaux sociaux. Les hashtags Ora Rip Marie et Ora Orca Tragédie faisèrent le tour du monde. Les agences de presse s'emparèrent de l'affaire. Les gros titres affichaient « Un orque tue sa dresseuse sous les yeux du public » ou « Tragédie à Ocean World ». Les photos de Maris, souriante en combinaison néoprène, aux côtés d'un orque apparemment paisible, prenaient désormais un sens tragiquement opposé. Le parc publia dans la soirée une brève déclaration. Il se disait profondément attristé, coopérait avec les autorités et demandait du respect pour la famille de la défunte. Aucune autre question ne fut autorisée. En coulisses, toutefois, une course contre la montre s'engageait. Les protocoles de sécurité furent réévalués, les rapports d'incidents consultés, et les services de l'inspection du travail et de la protection animale furent sollicités. Cairo fut placé sous surveillance spéciale, son comportement analysé, son état de santé examiné. Le rapport d'autopsie, publié 2 jours plus tard, confirma les pires craintes. Maris avait subi de nombreuses blessures graves, côte fracturée, hémorragie interne, épaules déboîtées. Mais la cause du décès était la noyade, consécutive à une immersion prolongée. Le médecin légiste précisa toutefois que les seules blessures auraient probablement suffi à entraîner la mort. Le débat s'enflamma. Des défenseurs des animaux accusèrent le parc de négligence. D'anciens dresseurs témoignèrent anonymement. Ils évoquèrent de précédents incidents impliquant Cairo, passés sous silence. Des protocoles internes, jamais rendus publics, furent divulgués. Ils mentionnaient un comportement déviant, un refus d'obéir aux ordres et des accès d'agressivité spontanée. Dans les jours qui suivirent la mort de Maris, des mémoriaux improvisés virent le jour devant les portes du parc. Des gens déposèrent des fleurs, allumaient des bougies, écrivaient des lettres. Certains réclamaient l'arrêt immédiat de tous les spectacles d'orques, d'autres exigeaient une réforme en profondeur de l'industrie du divertissement marin. Marie devint un symbole de l'amour des animaux, du courage, mais aussi d'un système qui, visiblement, avait atteint ses limites. Le monde commença à poser des questions. Qu'est-ce qui avait poussé Cairo à exploser? Était-ce un enchaînement tragique de circonstances, un échec structurel, ou simplement la conséquence logique d'une pratique vieille de plusieurs décennies, celle de soumettre des animaux sauvages à l'homme? Les réponses tardaient à venir, mais l'histoire de Maris n'était plus celle d'un simple accident. Elle était devenue un acte d'accusation, un cri d'alerte, et le point de départ d'un mouvement que rien ne pourrait plus arrêter.
La mort de Maurice Ellington avait déclenché une vague qui dépassa largement les murs du parc Ocean World. En quelques jours, des organisations de protection animale exigèrent publiquement la fin des spectacles d'orques et la libération de tous les mammifères marins vers des centres de réhabilitation ou des sanctuaires. Dans les talk-shows, sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux, il n'était plus seulement question de Maurice, mais d'un système tout entier qui arrache les animaux à leur habitat naturel pour en faire des objets de divertissement. Le monde politique réagit lui aussi. Dans plusieurs États, des propositions de loi furent déposées pour renforcer les conditions de détention des grands cétacés. Certains parlementaires allèrent jusqu'à réclamer une interdiction totale. Le débat n'était pas nouveau, mais la mort de Maurice lui conférait une urgence inédite. Des militants rappelèrent qu'une tragédie similaire avait secoué SeaWorld 10 ans auparavant. La mort de Dawn Brancheau, elle aussi tuée par un orque, avait alors donné naissance à un documentaire qui avait ébranlé l'industrie. Aujourd'hui, tout semblait à nouveau remis en question. Derrière les portes closes, Ocean World s'activait dans une fébrilité palpable. Une cellule de crise interne fut mise en place, les mesures de sécurité furent revues, le personnel reçut de nouvelles formations. Les dresseurs furent temporairement retirés des bassins. Tout contact direct avec les orques fut interdit en attendant l'entrée en vigueur de nouveaux protocoles. Cairo resta sous surveillance constante. Des experts du monde entier furent invités pour analyser son comportement. L'objectif, comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Avait-il réagi de manière imprévisible? Était-ce un signe de stress ou le résultat d'années de frustration et de répression? Certains dresseurs n'étaient plus autorisés à approcher Cairo. D'autres ne pouvaient travailler avec lui qu'à travers une vitre ou des barrières renforcées. Pour beaucoup, ce fut un bouleversement. Leur carrière reposait sur le lien qu'ils avaient su créer avec ces animaux, sur la confiance patiemment construite. Maurice avait été leur modèle. Son absence n'était pas seulement une douleur, elle marquait une rupture. La famille de Maurice prit également la parole. Dans une déclaration publique émouvante, elle demanda que leur fille ne soit pas vue comme une victime, mais comme un avertissement. Ils annoncèrent la création d'une fondation, la Maurice Ellington Foundation, dédiée à la protection des mammifères marins, à la formation des dresseurs et à la promotion d'une détention éthique des animaux. Les réactions furent immenses. En quelques semaines, des dizaines de milliers de dons affluèrent. Des biologistes marins, des militants, d'anciens employés de parc apportèrent leur soutien. Parallèlement, une journaliste d'investigation publia un rapport explosif. Elle avait interrogé d'anciens salariés, analysé des documents internes et consulté des rapports de sécurité. Son article dressait un tableau accablant. Cairo avait déjà présenté plusieurs comportements problématiques. Certains dresseurs avaient lancé l'alerte à plusieurs reprises, mais on leur avait demandé de se taire. Une culture du silence régnait, alimentée par la pression économique de faire continuer le spectacle. L'enquête fit l'effet d'une bombe. En moins de 24 heures, plusieurs chaînes télévisées programmèrent des éditions spéciales. La pression sur Ocean World s'accentua. La direction finit par annoncer la suspension immédiate de tous les spectacles d'orques. Le parc affirma vouloir désormais se concentrer sur l'éducation, la recherche et le bien-être animal. De nouveaux programmes furent présentés, permettant aux visiteurs d'observer les animaux à distance, dans un cadre plus respectueux. Un comité international d'experts fut aussi constitué pour évaluer la possibilité d'une réintroduction progressive de certains orques dans un environnement naturel. Pour beaucoup, ce changement de cap arriva trop tard, mais d'autres y virent les prémices d'un lent bouleversement. La question de la captivité animale refaisait surface. Dans les journaux, des tribunes s'intitulaient « Prisonniers du divertissement » ou « Quel est le prix d'un saut à travers un cerceau ?» La société était forcée de se confronter à des vérités inconfortables. Maurice Ellington fut inhumé dans sa ville natale. Des centaines de personnes assistèrent à la cérémonie. Des amis, des collègues, mais aussi des inconnus touchés par son histoire. Lors d'un discours bouleversant, un ancien collègue déclara « Elle écoutait les animaux comme s'ils étaient des humains. Et elle nous rappelait sans cesse que les animaux ne nous appartiennent pas. Nous avons une responsabilité. » Sur la couronne blanche lancée à la mer, on pouvait lire en lettres bleues « Pour une confiance que nous ne méritions pas ». L'ombre de sa mort demeurait. Mais dans cette ombre grandissait quelque chose de nouveau, une conscience,
un sens des responsabilités, et peut-être, un jour, un véritable changement. Les semaines passèrent, mais les ondes provoquées par la mort de Mary Ellington ne se dissipèrent pas. Ocean World tenta de se forger une nouvelle image, s'éloigner du spectacle pour se rapprocher de la pédagogie. L'arène des orques fut réaménagée, les scènes démontées, les gradins fermés au public. À la place des numéros acrobatiques, on proposait désormais des conférences sur le comportement des animaux, suivies de moments de silence consacrés à l'observation. Mais la confiance était brisée. La fréquentation baissa, des partenariats furent annulés. Un système fondé depuis des décennies sur les paillettes et les applaudissements se retrouvait soudain sur un socle fragile. Kairo, lui, fut transféré dans un bassin isolé, à l'abri de tout contact direct. Il ne montra plus de signes d'agressivité, mais son comportement demeurait imprévisible. Parfois, il flottait des heures sans bouger à la surface. D'autres fois, il tournait sans relâche le long des parois. Les experts débattaient. Ces réactions étaient-elles des symptômes de traumatisme ou les simples conséquences d'une captivité prolongée? Un retour dans les spectacles fut exclu. En interne, on envisageait de le transférer dans un sanctuaire marin, une décision qui nécessitait du temps, des moyens et une volonté politique claire. Pendant ce temps, la Fondation Mary Ellington démarrait ses premières actions. Des projets furent lancés, bourses pour de jeunes chercheuses en biologie marine, campagnes de sensibilisation dans les écoles, ateliers pour soignants animaliers sur le traitement éthique de la faune sauvage. Dans des podcasts, des interviews et des articles, le nom de Maris devint le symbole d'une nouvelle façon de penser. Elle représentait le soin plutôt que le contrôle, l'écoute plutôt que le dressage. Sa phrase emblématique fut souvent reprise « Ils ne travaillent pas pour nous, nous travaillons ensemble ». Le débat sur la captivité s'élargit à d'autres espèces animales. Les delphinariums furent pris pour cible, les zoos durent en répondre à des questions de plus en plus critiques. L'ensemble du secteur fut contraint de repenser ses fondements. Certaines institutions changèrent volontairement de cap, d'autres attendirent que la pression publique soit trop forte pour reculer. L'histoire de Maris avait déclenché un mouvement plus vaste qu'Ocean World lui-même. 1 an après sa mort, la Fondation organisa une cérémonie commémorative. Ce fut un moment sobre, mais d'une grande intensité. Pas de spectacle, pas de musique. Seulement des paroles, des bougies et un film retraçant les moments marquants de la vie de Maris, ses premières plongées, ses éclats de rire avec les apprentis, ses dernières représentations. À la fin, une jeune dresseuse prit la parole. Elle avait été formée par Maris, mais n'était pas présente le jour du drame. La voix tremblante, elle dit « Elle nous a appris à être forts dans la douceur, et que la vraie connexion ne vient pas d'un ordre, mais du respect. » Kairo, lui, n'avait pas été oublié. Dans les mois suivant l'incident, certains appelèrent à l'euthanasier, mais tout autant s'y opposèrent. Des défenseurs des animaux plaidèrent que son geste relevait non pas de la vengeance, mais du désespoir. Qu'il n'était pas un monstre, mais un produit du système. Le parc refusa de l'abattre. Kairo resta en vie, mais ne fut plus jamais montré au public. Pour certains, il restait un agresseur. Pour d'autres, un prisonnier. Peu à peu, presque imperceptiblement, le regard du public sur les animaux marins en captivité évolua. Ce qui était autrefois vu comme éducatif et divertissant apparut désormais à beaucoup comme un vestige d'un autre temps. De nouvelles lois furent votées, des financements réorientés. Les universités commencèrent à privilégier les recherches en milieu naturel plutôt qu'en bassin. Une nouvelle ère s'amorçait, avec prudence, hésitation, mais de manière tangible. Mary Ellington avait consacré sa vie aux animaux. Sa mort déclencha un mouvement. Mais son héritage ne résidait pas seulement dans les réformes qu'elle inspira, il vivait aussi dans le souvenir d'une femme qui s'était battue, avec calme et détermination, pour un monde meilleur. Son histoire n'était pas seulement un avertissement, elle était un commencement. Aujourd'hui, Ocean World est devenu plus silencieux. Là où autrefois résonnaient la musique et les acclamations, on entend désormais le clapotis de l'eau, les cris des mouettes, et parfois, quand tout est calme, un appel venu des profondeurs. Peut-être n'est-ce que le vent, peut-être est-ce la mémoire d'une voix qui ne s'est jamais tout à fait tue. Dans un coin du parc, près d'un petit étang, une plaque commémorative a été installée. Elle porte peu de mots. Pour Maris, pour ce que nous avons dû apprendre, pour ce que nous pouvons encore améliorer. Chaque matin,
un employé anonyme y dépose une fleur blanche. Et parfois, des visiteurs s'arrêtent, lisent l'inscription, regardent l'eau paisible et se taisent. Car dans le silence, il n'y a pas que le deuil, il y a aussi l'espérance.